Eh bien, merci Jean-Marie. Nous allons maintenant laisser la parole à Pierre-Luc. Pierre-Luc Réfalo. À lui aussi, je lui laisserai le soin de se présenter. Alors, Pierre-Luc, comment parler argent avec les décideurs? Tu vas nous expliquer cela? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer en effet de répondre à une question qui peut être polémique quand on travaille avec et surtout quand on a un offreur qui cherche à vendre de la sécurité à ses clients et qui cherche aussi à leur expliquer qu'ils ne dépensent pas forcément, ils mettent pas forcément bien l'argent où il faut et pas forcément aussi de manière bien équilibrée. Alors, je ne suis pas un chercheur, je ne me considère pas comme un sachant, je suis un cherchant sur un sujet qui est là l'économie ou la cybersécurité plus largement. Et cherchant, j'ai écrit des livres dont le dernier a été primé au FIC, et essentiellement basé sur des travaux qu'on a menés, et je dis on parce que c'est un travail collectif, avec un groupe de travail qu'on avait monté au Cercle européen de la sécurité, et qui a donné lieu à des travaux sur l'économie de la cybersécurité. Je vous donnerai d'ailleurs quelques indicateurs, quelques chiffres, c'est important, comme le disait Daniel, d'avoir des chiffres sur ces sujets. Alors, je suis aussi enseignant, j'interviens pas mal dans des conférences, y compris à l'international. Un schéma, alors avec mes excuses pour les Français, mais j'espère que dans le métier de la cybersécurité, l'anglais est quand même plutôt pratiqué. Je travaille essentiellement en anglais, donc mes slides sont en anglais. Par contre, je vous ferai la présentation en français. La traduction est un exercice pénible, malgré Google. Le travail aujourd'hui des professionnels de la cybersécurité, c'est un travail qui est très complexe. Il ne faut pas se voiler la face. On est rentré dans l'histoire il y a à peu près 30 à 40 ans. Pour les plus anciens, il ne faut pas se voiler la face, c'est 75, 80, les premiers ordinateurs, les premières questions de cybersécurité, de cryptographie, ça ne date pas d'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Diffie-Hellman, c'est 76 de mémoire. Donc on n'est pas dans une histoire récente, on est dans une histoire maintenant qui dure, tout en étant relativement jeune. Et petit à petit, vous voyez, mon point de vue, c'est que la cybersécurité, c'est quasiment déjà dépassé. On est rentré dans une sécurité qui est déjà globalisée, le terrorisme et les attaques cyber sur des systèmes critiques. La Commission européenne et d'autres ont commencé à travailler dessus il y a 10 ans. Les décrets sur les systèmes secteurs d'activité d'importance vitale, c'est 2006. Ça fait déjà 10 ans qu'on est dessus. D'accord ? On peut parler d'OIV aujourd'hui, mais ça a commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, on parle de digital sécurité, de sécurité numérique, comme étant la condition essentielle au travers des stratégies de cloud, d'objets connectés, chez tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs d'activité, transport, énergie, santé. S'il n'y a pas un minimum, et je reviendrai dessus en conclusion, de sécurité, on ne fera pas, on n'ira pas. Alors il ne faut pas le voir comme un frein de blocage, en disant non, c'est pas sécure, je ne fais pas. Parce que ça, vous arrêtez tout. Il faut le faire avec, entre guillemets, le bon niveau de sécurité. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, la cybersécurité, y a-t-il une définition? On ne va pas le faire ici, on n'a pas le temps, mais ça n'existe pas, la cybersécurité. Il y a peut-être 10 définitions du sujet. Cybercriminalité, on y arrive. Ça a été écrit. Convention de Budapest, 2001, il y a une définition. Cybersécurité, ça n'existe pas. Alors, je me suis targué ce week-end de se dire, mais si je devais en parler, il y a la bonne et la vraie. Alors, à gauche, vous avez la bonne sécurité, c'est celle qui est basée sur du risque, mais on n'en parle pas assez. Je ne protège que ce qui a de la valeur, au regard de risques mesurés, j'y reviendrai. C'est celle qui cherche à être le plus transparente possible, voire invisible. Sous-entendu, au meilleur coût. Vous voyez ce que je veux dire, le minimum de contraintes. Intégrée, donc c'est à peu près la même idée, mais un peu différente. Éthique. Je n'oublie pas qu'une bonne sécurité, c'est celle qui ne va pas trop loin, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est basée sur des contrôles aussi, qui doit permettre de démontrer que la sécurité est mise en œuvre, et pas une vue de l'esprit. Je pourrais vous raconter, ça fait 25 ans que je suis dans ce domaine, oui, avez-vous un firewall dans un audit, Ah oui, nous avons un firewall. Et il est où? Il est dans le placard, on ne l'a pas encore installé. Voilà. Et aujourd'hui, on pourrait dire, oui, j'ai un firewall, mais il n'y a personne qui le gère. Enfin, c'est un exemple tout bête. Mais le marché, en effet, du firewall se porte très bien. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours configurés comme il faut. Et la vraie réalité, c'est celle-là. Le contrôle de la réalité. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Elle est focalisée.
Je ne crois pas à la sécurité absolue, la sécurité pour tous, pour tout le monde, pareil, etc. Et j'y reviendrai en conclusion. Elle est mesurable de la même façon. On a des chiffres. Il n'y a pas que des chiffres sur le combien ça coûte ou combien ça coûterait ou quel est le coût de l'incident. Et j'y reviendrai. Elle est basée sur l'humain. Moi, c'est une conviction, je viendrai juste après. Parce qu'elle est d'abord économique quand elle est basée sur l'humain. Elle est visible. Inversement, c'est que si elle est invisible, on doute, on n'a pas confiance d'une sécurité cachée. Et puis elle est surtout opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle donne des résultats, comme ça a été dit, de réduire au maximum les impacts d'un incident, d'une attaque, etc. Voilà, pour dresser un peu le débat. Qu'est-ce qu'on mesure? Ce qui est mesurable. Le risque, c'est mesurable. Les assureurs le font très bien. Dans le cyber, je viendrai tout à l'heure, ce n'est pas si évident que ça. On mesure de la maturité. Et c'est un sujet que, moi, personnellement, qui me passionne, c'est un peu exagéré, mais qui m'intéresse énormément. Parce que les clients nous parlent. Notre maturité n'est pas élevée. Oh. Et ça, moi, ça m'interpelle. Depuis 5-6 ans, même des séances plénières de l'ANSSI aux assises ou ailleurs, on entend Guillaume Poupard nous parler de la maturité. Qu'est-ce que c'est que la maturité en cybersécurité? Et ça m'intéresse beaucoup plus. Et les coûts. Je crois que les coûts, quand vous faites un chèque ou une facture, vous savez combien ça coûte. Ça se mesure. La cybersécurité ou la sécurité ou un niveau de sécurité, je n'y crois pas. Voilà comment on mesure. La vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. C'est Malraux, c'est pas moi. Et quand vous avez des morts sur les routes, vous êtes bien content de ne pas être dans la statistique. Ni vous, ni vos amis, ni vos enfants. Et on sait démontrer aujourd'hui, par de la mesure statistique, pourquoi il y a des accidents, où sont-ils, quelles sont les causes, et démontrer aussi que certaines mesures de sécurité, de contrôle, ont un impact. Alors on n'est pas content qu'on ait un PV, hein, c'est évident. Évidemment. Mais à la fin, on sait qu'en 40 ans, 45 ans, on a divisé par 3 ou 4 les morts sur les routes. Alors l'analogie a des limites. Voiture connectée, je vais passer plus vite. Ça va être quoi la sécurité quand vous allez acheter votre voiture demain? Est-ce qu'on passera encore un permis? Y aura-t-il encore besoin de radars? Toute une économie peut s'effondrer. Les auto-écoles, Thales qui fournit des radars, Sagem, je ne sais pas. Peut-être destruction de valeur, on verra. La meilleure analogie pour moi, c'est l'aéroport. J'ai compris que l'entreprise, le modèle d'une entreprise digitale, c'était un aéroport. Et vous voyez la tour de contrôle, le SOC, il est là. Vous avez les flux, parce qu'on est dans une logique de flux et pas de stock dans un aéroport. On est international, il n'y a plus de frontières. Je passe l'analogie ici. Voilà l'IT aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est un aéroport, il y en a partout, on ne sait pas physiquement où c'est localisé. Ça peut être sur toute la planète. Et tout ça est interconnecté. L'IT, l'OT. Il n'y a pas de différence entre l'IT d'une entreprise, les ordinateurs des collaborateurs, et ce qui se passe dans un hôpital, évidemment, au sens cabinet, dans une salle d'opération ou dans une usine qui fabrique des voitures ou des biens de consommation. Tout ça est interconnecté. L'IoT, même combat. Il y a le cloud partout. On a mené, je ne suis pas ici pour faire de pub, mais on a mené des missions vraiment superbes d'objets connectés dans le cloud chez des industriels avec les risques induits. Vous imaginez, hein, un objet, que ça peut être, alors là c'est facile avec un téléphone, mais tout objet connecté, des drones, des systèmes électriques, des systèmes de transport qui sont connectés dans des plateformes de cloud. Et comment vous évaluez, entre guillemets, le risque et la sécurité de bout en bout? C'est d'une complexité rare, mais on est obligé de le faire et on le fait évidemment. Alors quand vous parlez maintenant de cybersécurité, je vais rentrer un peu plus d'économie, vous avez toujours 4 questions à répondre, auxquelles il faut répondre. Donc Daniel l'a fait à peu près en introduction, c'est juste pour mémoire. Voilà. Il y a une analyse de risque préalable. Ça, c'est l'histoire. Il y a 20 ans, 30 ans, encore 15 ans, on essaye de faire des analyses de risque a priori. Et en gros, pour estimer le risque maximum tolérable. Aujourd'hui, on a un indicateur de risque maximum tolérable, pour moi, pour moi, d'après ce qu'on voit sur le marché, c'est entre 4 et 5% d'un chiffre d'affaires ou d'un budget X ou Y. Il y a 2 exemples qui le montrent très bien, les chiffres sont sortis, que ce soit pour TV5 Monde ou sur la GDPR, la fameuse réglementation urbaine sur la protection des données, le risque maximum, c'est 4% de votre revenu. C'est ce qui serait intolérable, j'imagine, pour un dirigeant. Faites le calcul, vous avez une société qui fait 10 milliards, vous dites 4% de 10 milliards, ça fait 400 millions. Ah, qu'est-ce que je fais avec 400 millions?
Est-ce que je mets 10% dans un budget de sécurité pendant 5 ans, ou est-ce que je vais voir mon assureur en disant je mets que 2 et je transfère à l'assurance? Voilà. Une fois que vous avez dit ça, intellectuellement, vous avez le schéma. Ça ne suffit pas, évidemment. Vous mettez en œuvre votre programme de sécurité, parce qu'on l'a vu, le marché, il va bien. Je ne suis pas polémique, j'en fais partie. Le marché va très bien. À la seule réserve qu'on aimerait pouvoir recruter plus. Ça, c'est quand on est dans le service, on aimerait avoir plus de consultants et d'experts. Les solutions, je m'équipe. Donc là, je dépense. Deuxième question. Combien je dépense? Ça, je vais revenir dessus. Troisième question, j'ai vu des riches, j'ai dépensé. Pas de problème. Si, la crise est là. Bien souvent, maintenant, le marketing vous dit que non seulement il faut éviter les fameuses attaques de très haut niveau, les Advanced Persistent Threats, donc en gros, c'est les attaques que vos systèmes de sécurité aujourd'hui ne savent pas détecter, par principe, et qui fait que vous devez imaginer que les méchants sont déjà dans vos systèmes. Il y a eu une description d'une attaque vécue par une grande administration française où, à l'issue, on se posait encore la question de savoir si les méchants n'étaient pas toujours là et qu'il serait bien de savoir où ils sont quand même. Même si on a tout nettoyé, tout est reparti. Donc encore, nouveau segment de marché, entre guillemets, aller à la chasse aux pirates qui sont déjà chez nous. Pas pour les empêcher d'entrer. Donc là, on est en situation de crise et j'imagine que malheureusement, pour une grande partie d'entreprises, c'est quand même une réflexion quotidienne. Et puis à la fin, on se dit, bon, un peu comme je le disais au début, là on est en linéaire, mais vous allez voir tout de suite que tout ça, ça se boucle. Y a-t-il pas, d'un point de vue purement financier, comme je le disais au début, un transfert à l'assurance qui s'opère? Et je reviendrai dessus après. Vous avez ici la modélisation de ces 4 étapes. Je vais revenir tout de suite après sur le vert et le bleu. Sur l'orange, évidemment, vous avez ici un chiffre, alors je ne sais pas combien il est, c'est de Ponemon, voilà. Donc tous les 3 mois, vous avez des chiffres qui vous parlent de centaines de milliards d'impacts, ok, on les prend comme ils sont. En haut et à gauche, vous avez la problématique de l'équilibre, justement, entre quel est le risque maximum tolérable, l'impact maximum insupportable, et qu'est-ce que j'ai fait pour m'en prémunir. Et il y a une étude qui est sortie l'an dernier, dont on n'a pas fait beaucoup d'écho, notamment par Zurich Insurance et Atlantic Council, qui a commencé à démontrer que les économies engendrées par la transformation digitale associées aux coûts de sécurité pour permettre cette transformation digitale, les bénéfices d'un côté et les coûts de l'autre commençaient à devenir discutables. Donc ça date d'1 an. Okay, pas dans l'étude, mais sachez que, recherchez-la sur Internet, le travail a été fait pour se poser la question jusqu'où devons-nous faire des économies dans le digital en prenant des risques, forcément, puisqu'on interconnecte tout. Et si on le sécurise, est-ce que l'intérêt de l'un n'est pas compensé par le coût de l'autre? Donc ça, je ne m'étends pas plus. Et je vais revenir essentiellement sur le vert et le bleu. Tout simplement pour vous donner des modèles de comment je peux mesurer ce que je dépense en sécurité. Alors, chez Capgemini, on a un framework, je me suis beaucoup inspiré de ça ici, considère qu'il y a 3 grands domaines, 3 grands piliers, on pourrait dire même, avec lesquels on va construire sa démarche de sécurité. Le premier, c'est de la gouvernance. Alors c'est un grand mot, mais tout est inclus d'ailleurs dans la gouvernance. C'est définition des règles, des moyens, des process de l'organisation qui permettent de les contrôler. Donc on peut structurer les différents niveaux. Donc si vous ne faites pas ça, déjà, il y a un problème de gouvernance, forcément. Donc vous avez un certain nombre de domaines, thèmes, vous mettez des actions implémentables à l'intérieur de ces domaines, et vous vous dites, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je le fais bien ou pas? Est-ce que je le fais assez ou pas? Si vous ne le faites pas, posez-vous la question. Ça peut être fait évidemment en interne, mais aussi de manière externalisée. Il y a toujours un débat. Est-ce que ça serait mieux fait et moins cher si je le fais à l'extérieur, ou voire mieux fait et moins cher si je le fais en interne? Donc il faut trouver l'équilibre. Il n'y a pas de... Je donnerai quelques chiffres tout à l'heure aussi là-dessus. Voilà. Vous avez ici une activité qui est non négligeable. Pour les grands groupes, c'est industrialisé tout ça. Mais, encore une fois, optimisation de ce coût de gouvernance, parce que clairement ici, il n'y a pas vraiment de sécurité opérationnelle, si ce n'est à la fin, avec les assessments et les audits, qui permettent de contrôler que la sécurité est vraiment mise en œuvre. Les services de protection, alors on pourrait mettre prévention aussi, mais bon, on va sauver qu'un mot, c'est la protection. Je me protège, je cherche à faire en sorte que les événements n'arrivent pas, et s'ils arrivent, j'en réduis l'impact. Infrastructure, poste de travail, la gestion des accès à l'identité,
l'univers de l'applicatif, qui est aujourd'hui le point de danger majeur, et la donnée, qui est le patrimoine informationnel ou immatériel, clé aujourd'hui des entreprises, à la fois pour des obligations réglementaires, données personnelles, mais aussi en termes d'innovation, de stratégie, et j'en passe et des meilleurs. Donc tout ce qui est data et application, le marché évolue clairement dans ce domaine-là. Est-ce que les entreprises, est-ce que vous dépensez bien sur ces différents critères par rapport à ce que vous avez mis dans vos infrastructures ou dans vos postes de travail, etc. Là, je n'ai pas donné de chiffres derrière, mais on en a sur le fait que l'équilibre n'est pas très bon aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans cet exercice-là, d'analyser l'analytique des coûts et des dépenses. Pas beaucoup. Okay, on a une vision à grosse maille, mais aller dans le détail, ce n'est pas fait, ou très peu fait. Et puis évidemment, le monitoring. Donc ça, on est vraiment... Enfin, monitoring, supervision, contrôle opérationnel. Vous avez ici, pareil, sur les 5 domaines dont je viens de vous parler, vous avez, alors c'est des noms barbares, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des acronymes, mais tout ça, c'est, vous voyez, déjà là, on a une douzaine, une quinzaine de sujets sur lesquels vous pouvez mettre de l'argent. Avec l'émergence de plus en plus de services externalisés à la demande. Alors les Managed Security Services Providers ont un intérêt, eux, forcément, c'est d'avoir une vision industrialisée de ces process, comme pour les précédents d'ailleurs, industrialisée de ces process, avec des modèles qu'on appelle un peu à la demande, c'est-à-dire qu'une entreprise fait des fusions, des acquisitions, augmente son activité, réduit son activité, son IT se transforme. Bon, une fois qu'elle a investi, l'entreprise, et qu'elle se transforme, elle investit. Mais l'argent peut être, entre guillemets, utilisé inutilement. Et donc, avec des services de managed services, je ne fais pas de pub, c'est le marché qui évolue dans ce sens-là, c'est être capable d'avoir des services un peu à la demande, modulables, en fonction des services, de la criticité des assets à protéger, etc. Donc, il y a forcément du matériel, du logiciel, il faut acheter de la technologie, évidemment, mais aussi être capable de les opérer dans des modèles que je qualifierais d'économiques. Quelques chiffres, parce que Daniel l'a dit au début, on ne peut pas faire sans chiffres. J'en ai sorti quelques-uns. Donc cela date un petit peu, mais non, pas cela, c'est ceux d'après. Ça, c'est ce qui a un peu se constaté au travers des travaux que j'ai pu mener, des clients avec lesquels on a pu travailler depuis pas mal d'années. L'équilibre entre prévention, protection, détection, réaction, il est plutôt en 80-20, voire 85-15, ce qui est aujourd'hui embêtant. C'est constaté, ça, c'est pas de la théorie. L'équilibre entre la technologie et les services, il est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a encore 5-6 ans, donc les études IDC, Forrester, etc., montraient qu'on était plutôt 60-40. 60 dans la techno, 40 dans le service. Depuis quelques années, le service a compensé un petit peu le retard. Bon, est-ce que ça doit passer 60-40 dans l'autre sens, donc 60 de service, 40 de techno? On verra dans l'avenir. Alors le fameux pourcentage de combien je dois dépenser en sécurité en fonction de mon budget informatique. La fourchette est très large. C'est entre 4 et 10. Le constat qu'on fait aussi, c'est que ceux qui dépensent beaucoup, donc ils sont capables de le mesurer, forcément, sont plutôt autour de 9-10, en effet, et ceux qui sont minimalistes sont plutôt autour de 4. Donc on est vraiment dans le constat, ça c'est les chiffres que sort le Gartner en général, on est dans le constat est vraiment à ce niveau-là. Okay. En général, ceux qui sont à 10%, c'est ceux qui incluent tout ce qui est continuité d'activité, gestion de crise, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est important à préciser. Alors la croissance du marché, elle est aussi variable. En France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, c'est extrêmement varié. L'Asie croît beaucoup plus qu'en Europe. L'Europe, on est plutôt autour de 7-8. Les États-Unis sont au-dessus de ça. Mais en moyenne, j'ai même été jusqu'à un 5. Bon, il est peut-être un peu faible, le 5. Mais voilà, on est en moyenne plutôt autour de 8 à 10% de croissance du marché. Sachant qu'il y en a qui croient plus que ça. Les études qu'on a menées pour le cercle européen ont cherché à diffuser, à travailler avec des professionnels. On avait un panel de mémoire de 300 RSSI, DSI français, européens, qui nous ont donné, pour un certain nombre, combien ils dépensaient sur certains sujets. Donc, en termes de gouvernance, combien ont-ils de personnes qui s'occupent de piloter leur programme sécurité? Et combien dépensent-ils pour des programmes de sensibilisation? Et on est arrivé, alors après de l'analyse, qui n'était pas simple, parce qu'il y avait pas mal de fractures en fonction du nombre de collaborateurs de l'entreprise, mais aussi en fonction du secteur d'activité. Je ne vous cache pas qu'il y a des très très grosses divergences. Donc on a réussi à sortir, on est parvenu à sortir des chiffres qui montrent que
le chiffre que je qualifie de quasiment hallucinant, c'est le 3 € par utilisateur pour faire de la sensibilisation. C'est pas ce que doit payer une entreprise quand elle finance la machine à café pour ses collaborateurs. Donc on peut se poser la question, c'est plus intéressant de payer du café à ses collaborateurs plutôt que de les sensibiliser sur le risque informatique. Ça me fait toujours un peu bizarre, ce genre de chiffres, mais c'est la réalité, hein. Encore une fois, je m'étonne du 3 €, voilà, toujours. Et puis en termes de people, là, on est plus en termes de personnel. Vous voyez que quand vous êtes dans des très grands groupes, on arrive quand même à des équipes de quelques dizaines de collaborateurs, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quelques dizaines de collaborateurs qui sont en charge de piloter des programmes de cybersécurité dans les grands groupes. Je passe plus vite. 3 autres domaines, plus technologiques, c'est bon. Sur l'audit, sur la gestion des identités et des accès, et sur la protection des postes de travail. Voilà, donc j'ai un petit peu arrondi, si vous allez... tous ces chiffres ont été repris, sont publiés d'ailleurs dans les études qu'on a menées pour le cercle, ils sont dans mon bouquin. Voilà, je les ai un petit peu arrondis en me disant qu'il y a eu un peu de croissance aussi depuis 4-5 ans. Mais voilà les ordres de grandeur auxquels on est arrivé, avec un sujet qui est extrêmement important, c'est que les plus petites structures payent plus cher que les grosses. Ce qui est quelque part un petit peu pas bizarre, c'est normal d'un point de vue économique, hein, encore une fois. Mais plus on est petit, plus on paye. D'où problématique sur les PME, TPE, etc. Alors pour conclure, la cyberassurance, un sujet extrêmement important. Évidemment, une fois que vous êtes capable de dire mon risque maximum c'est celui-là, voilà ce que je dépense, c'est ce que je dois transférer. Il ne faut pas oublier que la cyberassurance, je vais passer plus vite, il y a une distinction extrêmement forte entre l'Europe et les États-Unis ou le monde anglo-saxon, puisque une décision de l'État de Californie, il y a à peu près une dizaine d'années, a obligé les entreprises californiennes, et depuis ça a été repris aux États-Unis, à déclarer leurs incidents, leurs cyberattaques. Donc les assureurs ont des chiffres, ce qu'on n'a pas en Europe. Et donc comme on a voulu, depuis 3-4 ans, calquer des modèles américains sur des modèles européens, vous imaginez bien que ça ne marche pas très bien. Et aujourd'hui encore, les articles sont encore sortis tout l'été à la rentrée, les assureurs français continuent de dire on n'a pas de modèle français-européen en termes de sinistralité. Que coûte un incident en Europe, en France, d'une cyberattaque? Alors on en a quelques-uns, encore une fois, mais quelques-uns, ça ne donne pas une statistique pour un assureur. C'est quoi? Donc il y a une définition. Là, je suis passé en français parce que je me suis justement permis de regarder des données récentes en France. Voilà, il y a une définition, il y a des typologies. Et quand vous parlez de la cyberassurance, c'est un sujet très particulier, hein, évidemment. On commence à avoir des ordres de grandeur de la capacité financière des assureurs en Europe. Les chiffres sortent, hein, c'est entre 400 et 500 millions d'euros. Capacité. C'est pas énorme, hein? Donc vous avez une très très grosse cyberattaque sur un système électrique ou un système d'énergie, un système de transport. Il n'en faut pas un dans chaque État européen. Hein. C'est difficilement couvert par une assurance. Donc celle-là, on revient sur des attaques de très haut niveau à une assurance qui serait évidemment de nature, entre guillemets, assurance entre guillemets, gouvernementale. Donc la couverture, quels sont les contrats? Et là, c'est le point le plus important, c'est que est-ce que vous travaillez sur vos contrats existants, donc que ce soit l'assurance dommage, responsabilité civile, des assurances de fraude, hein, vous avez des assurances spécifiques sur la fraude, et est-ce que je greffe une dimension cyber dans des contrats existants, ou est-ce que je fais des contrats spécifiques? La tendance des assureurs en France, ils disent, le plus facile, c'est d'adapter les contrats existants. Simplement, lorsque vous êtes en situation de sinistre, l'application de ce contrat est un peu plus compliquée. Donc c'est plus facile à faire a priori, dans la discussion de son contrat. Par contre, lorsque vous êtes en situation de sinistre, discutez avec l'assureur de comment vous avez négocié les évolutions de votre contrat et de vos polices par rapport au risque cyber, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver. Et puis tout cela, l'assurance ne travaille pas toute seule. Elle a besoin de services associés. Et on fait partie de ses partenaires, hein, potentiels ou réels, d'ailleurs on travaille avec certains, pour faire des assessments et des diagnostics, pour faire de la gestion de crise, pour faire de l'expertise sur incident. Bon, l'assistance juridique, en tant que Capgemini, on n'a pas le droit. Je termine sur le cas Target. Parce que le cas Target, vous connaissez peut-être, grande chaîne de distribution américaine qui a été victime d'une très grave attaque sur ses systèmes de paiement, fuite de données clients, moyens de paiement, et tout ça étant passé par des systèmes de climatisation, donc attaque vraiment par des systèmes industriels, on va dire, sur leur IT. Il y a un chercheur de l'Université de Columbia qui s'appelle Benjamin Dean,
qui a tout démonté. Donc vous le retrouvez sur Internet. Il a tout démonté, l'analyse target, depuis 2 ans. Le coût total, target, net, loss, à l'issue de l'analyse, fait ressortir à 0,1% du revenu de target. Il y avait 90 millions de dollars d'assurance. Et c'était un cas gravissime, sûrement un des plus gros. Le directeur financier de Target est passé devant le Sénat américain. Vous avez la vidéo sur YouTube, ça vaut son pesant d'or, hein, comme on dit. Directeur financier d'un groupe industriel, distribution, qui passe devant le Sénat américain. Donc ces chiffres sont connus, hein, vous pouvez les retrouver, extrêmement intéressants. Pour terminer, ma conclusion, elle est toute bête. On mesure des niveaux de maturité, là je n'ai pas pu en parler, mais c'est un sujet extrêmement important, et des coûts, tout ça dans une logique de gestion des risques fondamentale. Pas oublier le risque à gauche, hein, parce que sinon tout ça perd de son sens. Et une deuxième conviction, c'est qu'il y a certainement, tout marche par 3 dans l'univers, un niveau bronze que j'appliquerais, que je dirais comme étant un niveau quasiment de conformité. Les minimums vitaux à mettre en œuvre, je dirais, quel que soit votre environnement, quel que soit votre système. Vous ne pouvez pas faire ça. Encore à dire, hein. Règle d'hygiène de l'ANSSI, enfin je ne fais pas de pub, mais ça participe de ça. C'est en gros, si vous ne le faites pas, bon, il y a un vrai problème, quoi. Donc c'est ce que j'appellerais le niveau bronze. Le niveau silver, c'est un peu l'engagement contractuel que vous avez spécifiquement avec des partenaires, clients, etc. Des engagements divers et variés qui disent, bah oui, il faut que je fasse plus. Alors s'il faut faire moins, tant mieux, mais en général, il faut plutôt faire plus. Si il faut que je fasse plus, comment je le finance et qui le paye? Et le niveau gold, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Poindre avec la GDPR, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, travaillez plutôt à l'envers, hein, c'est que si vous ne le faites pas, ça va vous coûter très cher. On revient à ce 4-5% qui vous tomberait autour de la tête. Et c'est à ce niveau-là que la dimension cyberassurance rentrera. Je ne dis pas rentre, mais je dis rentrera au travers, y compris, alors j'ai parlé des protections des données personnelles, mais vous avez aussi la question des infrastructures vitales, évidemment, et des OIV, qui rentrent évidemment dans des risques de très haut niveau. Là, on est dans une logique de perturbation de l'activité d'un pays, de mort, de cyberterrorisme, j'en passe et des meilleurs. D'accord ? Et donc là, évidemment, tout le monde n'est pas concerné, mais quand même, quand on regarde les secteurs d'activité d'importance vitale et les opérateurs critiques, ça en fait quand même pas mal. Voilà un petit peu comment on peut travailler sur ces sujets. Une vision, comme je disais, d'un serre-champ. Et puis, on aura l'occasion de prendre des questions-réponses tout à l'heure. Merci.